Et en fait, je me souviens de ce moment où je l'attends sur le quai parce qu'il arrivait 5 minutes après moi et je vois un garçon passer et je me dis putain, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Et en fait, c'était lui. Mais j'avais pas reconnu tout de suite parce que on avait nos masques, il avait une casquette. Je me souviens qu'il avait une casquette. Et je me dis, oh, il est beau ce garçon. Et en fait, moi, je le cherche ailleurs. Et en fait, il revient vers moi, il me dit, ah, salut. Enfin, ça commence comme ça. Et la première phrase que je lui dis, c'est ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas. Et en fait, lui, il croit que je veux rien du tout. Mais je lui dis ne m'embrasse pas parce qu'on devait retirer notre masque, qu'on était dans un espace public où la police est très présente. Et en fait, moi, c'était juste, on n'enlève pas nos masques ici. Je voulais dire ça. Et il ne comprend pas ça, lui. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut François. Salut Marie-Charlotte. Comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, trop bien. Je suis ravi d'être avec toi. Merci d'avoir pensé à moi. Je vais te confier un bout de mon histoire. Une histoire un peu discrète et une histoire qui peut parfois donner le vertige. Et j'en suis super ravie. Toi, ça va ? Ça va super. Moi, je suis plus contente que toi. Oh, je sais pas, je suis pas sûre. Parce que moi, j'adore te suivre sur Insta. Oh, merci. Tu as le compte Livraison de mots. Et je te suis depuis quelques années. J'adore te suivre. Et ça me fait hyper plaisir que tu aies accepté mon invitation. Alors effectivement, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec ton chéri, qui reste quand même un petit peu secrète, si j'ai bien compris jusqu'à là. Oui. Mais avant ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de Crush, de te présenter en 5 hashtags? Avec grand plaisir. Et je suis aussi ravie, je tiens à te le dire, parce qu'aujourd'hui, tu rappelles mon compte Instagram, mais j'ai l'impression que c'est une des premières fois que je suis derrière un micro, avec des auditeurs qui nous écoutent et face à toi, où je suis là en tant que François. Et c'est plutôt rare aussi, ce côté-là. En 5 hashtags, moi je dirais d'abord le hashtag Belgique, parce que j'en suis très fière, parce que je vis à Bruxelles, j'ai grandi à Liège, et je revendiquerai toujours ma belgitude. Je pense que c'est une des plus belles qualités du monde, sans être chauvin, et donc j'étais obligée de le placer. Après, je dirais qu'un deuxième hashtag, j'aurais pu dire hashtag livre, mais je vais dire hashtag passion, parce qu'en fait, je me rends compte que je vis toute ma vie comme une vraie passion. C'est très bisounours, mais je suis quelqu'un qui adore la vie. J'adore les gens, j'adore la rencontre. Je suis passionnée par tout, et quand on me demande mon métier, je dis que je suis d'abord un passionné par la vie en général. C'est très particulier, mais je me décris comme ça. Après, un hashtag qui, je pense, qui me va bien, c'est le hashtag rêve. Parce que je me suis rendu compte qu'au fil de la vie, tous les rêves sont possibles. Je vais tout donner pour les décrocher et les accomplir. Et ce qui m'émeut le plus dans la vie, c'est de réaliser ceux des autres. Je vais vraiment tout faire pour réaliser le rêve des personnes que j'aime, les personnes qui me suivent, et elles peuvent te le dire. Il y a certaines personnes pour lesquelles j'ai réalisé leur rêve. Tu veux me donner un exemple ? Un dîner avec Mélissa d'Acosta dans un restaurant, par exemple, qui est l'autrice la plus lue en France aujourd'hui. Un déjeuner avec Joël Dicker, un autre romancier qui a beaucoup de succès. Et récemment, un ami rêvait de caresser des élans. Donc, j'ai réalisé ce rêve-là pour un ami qui se mariait. Donc, t'es un peu une Amélie Poulain-Belge, non ? Bah, je sais pas, mais j'adore réaliser le rêve des gens et à chaque fois, ça m'émeut. Ça m'émeut énormément. Et puis, je dirais hashtag différence. Parce que depuis que je suis petit, c'est comme ça que je me sens, mais je me sens bien dans cette différence. Et je pense qu'on a tous et toute une unicité en nous qui fait que, on a chacun des talents, on a tous quelque chose en nous. Et même si je me sens différent et souvent à part, je me sens très bien comme je suis et j'en suis fière. Et puis je dirais un hashtag un peu plus long, verre à moitié plein, parce que c'est comme ça que je vois la vie, dans tout. Dans tout. Même si parfois on a aujourd'hui l'impression que le monde peut être horrible,
Moi, je suis convaincue que la vie, elle est belle et qu'elle en vaut la peine. J'adore tes hashtags. Je pense que ça pourrait être les hashtags de crush du podcast, figure-toi. Oh bah... Entre rêve, optimisme, passion. Mais c'est comme ça que je suis quelqu'un d'hyper spontané et je pense que ma mère a toujours dit que j'étais née avec le sourire aux lèvres. Et aujourd'hui, je sais que sur les réseaux, je sais que dans la rue, je sais que même quand on me connaît pas, mon sourire est contagieux et en fait, c'est très naturel chez moi. Je me force pas et j'aime vraiment la vie. C'est très bisounours et on me le dit souvent, mais je l'aime. On a le droit d'être bisounours et le sourire est un super pouvoir. Le sourire est un super pouvoir. Mais j'adore en croiser. Mais ça ouvre des portes incroyables. Quand tu souris, en fait, ta vie change. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de ton enfance et de ta maman et de cette différence que tu sentais depuis que t'es petit. Est-ce que tu peux me dire dans quel endroit tu as grandi, dans quel pays, dans quelle partie, à la campagne, en ville, et dans quel environnement familial? Alors, j'ai grandi donc en Belgique. Je suis né du côté de Liège et donc la partie wallonne, la partie qui parle français, et j'ai grandi dans un milieu plutôt rural, à la campagne, dans une famille, on va dire, plutôt de classe moyenne. Mon père est ouvrier, ma maman était championne olympique et sportive, mais de judo. Mais la maladie s'est incrustée dans nos vies il y a 25 ans maintenant, et donc ma maman ne travaille plus depuis longtemps. Et j'ai surtout grandi aux côtés de mes grands-parents. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevée. Chez qui j'ai grandi avec mon grand-père. Parce qu'au début, ma mère travaillait toujours, mon père était très occupé, et donc j'étais chez ma grand-mère, et c'est ce qui fait aujourd'hui que ma grand-mère est la personne la plus importante aussi de ma vie. Et je suis très proche de mes parents, je suis très proche de mes... Enfin, je suis encore plus proche de ma grand-mère, on s'appelle tous les jours, on s'est appelé il y a une heure, là. J'ai 2 sœurs, une grande et une petite. J'ai grandi quand même dans une famille et entre 2 sœurs, parce que je suis au milieu, où j'étais un peu rejetée. Mais je leur en ai jamais voulu. Parce que t'étais au milieu. J'étais au milieu, j'étais le seul garçon. Même chose que toi. J'étais pas la seule fille, mais celui du milieu, c'est toujours un peu particulier. Oui, c'était très particulier, et je leur en ai jamais voulu pour ça, mais on a grandi comme ça, et voilà, c'était très bien. J'ai eu une enfance hyper joyeuse. Quel modèle, du coup, de couple parental, et peut-être du coup celui de tes grands-parents, a eu aussi a pu avoir une influence sur ta vision de l'amour quand tu entres dans la vie affective et amoureuse à l'adolescence? Qu'est-ce que tu fantasmes sur l'amour? Est-ce que tu fantasmes le couple parfait, il va être heureux et avoir beaucoup d'enfants? Est-ce que t'es déjà dans tous tes questionnements par rapport à ce que tu ressens de ta différence? Alors, ce qui a été très compliqué, ça a été de aussi m'avouer à moi-même que j'étais pas dans les cases, que j'aimais les garçons. Et je l'ai su en fait, je le sais moi-même depuis toujours. Et ça a été, donc il y a d'abord eu cette révélation auprès de ma famille. Et au niveau du modèle parental, moi je me suis toujours dit, mon père, quel super héros. Parce que ma mère est très malade. Mon père est toujours resté, mon père est toujours là. Quand ma mère est en hospitalisation pour sa maladie tous les ans, mon père, c'est l'un des seuls qui va voir sa femme. Les amis de ma mère dans cet hôpital n'ont pas de visite, ou presque pas. C'est assez particulier d'ailleurs. Donc j'ai toujours vu mon père comme quelqu'un qui aimait profondément ma mère, dans le meilleur et le pire, mais vraiment. Et au niveau de mes grands-parents, ils se disputaient beaucoup. Donc si ma grand-mère partait trop longtemps faire les courses, elle avait une représaille. Elle faisait pas ce qu'elle voulait, et c'était pas non plus la même époque. Si elle avait trop dans son assiette, il lui disait, il l'engueulait, quoi, mais c'est pas du tout la même époque. Notre génération. Mais est-ce que je rêvais du prince charmant? J'espérais. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je vois mes parents de la même façon. Je vois mon père qui aime follement ma mère. Je vois ma mère qui aime follement mon père. Et je me dis, mais quelle belle histoire. Ils sont là l'un pour l'autre dans le meilleur et le pire. Et ça t'inspire. Ça te donne envie. Ah bah oui. Okay. Ouais, je me dis... Parce que je trouve que aujourd'hui, dans nos temps modernes, le couple durable qui s'aime toute la vie... C'est rare. C'est rare, et puis ça n'a pas forcément bonne presse non plus. Tu sais, il y a un truc de c'est pas possible, ils se mentent, etc. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça, et comment, en fait, si c'est important
d'avoir ces représentations-là? Comment ça influence, nous, nos comportements quand on se met à aimer aussi, tu vois? Ah non, j'espère avoir une histoire... j'espère avoir une histoire encore plus belle que celle de mes parents. Elle est déjà magnifique. Mais c'est vrai que la maladie vient gâcher un couple. La maladie vient gâcher une famille. Elle envoie tout valser. Donc, la maladie nous a appris beaucoup de choses. Moi aussi, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte. Mais on aurait pu s'en passer. Est-ce que tu te souviens quand tu dis que tu as toujours su que t'aimais les garçons? Ouais. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un moment en particulier ou pas? Ah non. En fait, je me souviens que même quand j'étais enfant, je trouvais très vite les garçons beaux, les filles aussi. Mais je sentais, avec du recul, je me souviens des moments à l'école où je me disais il est beau ce garçon-là et tout. Donc, mais je me posais pas la question, moi c'était très naturel. Et tes parents, ça a jamais été un souci pour eux? Alors quand je l'ai dit à 14 ans, pas de famille. Je pleurais suite à ma première rupture avec un garçon. C'était amoureux d'école, quoi. Et ma grand-mère me dit, mais devant tout le monde, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et je dis, c'est pas 1, c'est 1. C'est comme ça que j'ai fait mon coming out, mot que je déteste. Et suite à ça, c'est ma mère, au départ, ne veut plus me parler. Elle veut plus. Elle me dit que si je veux voir le médecin, je peux. Mais je peux comprendre sa réaction parce qu'en fait, par après, en creusant un peu, j'ai compris que c'est pas qu'elle croyait que j'étais malade ou qu'elle croyait que j'avais une déficience, c'est qu'elle avait peur pour moi. Elle avait peur que je me fasse agresser, elle avait peur qu'on m'insulte, elle avait peur. C'est une maman. Et en fait, par après, j'ai compris. Et mon père, tout de suite, lui, ça a été. Ok. Ouais, ça a été. Et, donc je sais pas si j'ai eu de la chance, mais personne m'a tourné le dos finalement, donc ça va. Okay. Mais je suis ravie de l'avoir dit si tôt, parce que j'ai pu être pleinement moi très vite. 14 ans, ça va. J'ai encore toute la vie devant moi et ma jeunesse, c'était chouette. Si on remonte à 2021, début 2021, est-ce que tu peux me dire quelle est ta vie à ce moment-là? Ce que tu fais, t'as quel âge et est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans ta vie? Alors déjà, fin d'année 2020, je rentre chez mes parents pour une simple et très bonne raison, c'est que je viens de me séparer de mon ex-compagnon. Plus rien ne va, je n'ai aucune solution parce que mes parents sont toujours à Liège et j'étais partie à Bruxelles pour ma précédente relation. Donc je vis à Bruxelles à ce moment-là avec ce garçon, donc mon ex-compagnon. On décide de se séparer. Je suis fin 2020 chez mes parents et à ce moment-là, ma vie est très chamboulée. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. À ce moment-là, je sors un livre en librairie. Je dois en faire la promo, donc je fais la tournée des médias. Et je dors quasi pas, je suis pas très bien. Et puis à un moment donné, mes amis proches me disent « Mais réinscris-toi sur tes applis de rencontres. » Ça va peut-être te divertir un peu, pour le dire très poliment. Et du coup, je me dis, oui, pourquoi pas. Mais je connaissais pas trop les applis de rencontre, moi, parce que oui, j'y avais été auparavant, mais j'ai eu 3 relations longues, donc j'ai jamais vraiment été là-dessus. Donc, je me remets sur ces applis de rencontre, en étant chez mes parents, en délirant avec ma sœur tous les jours, qui était très présente pour moi, ma petite sœur. Et un jour, je me souviens de ce jour, je montre à une amie ce qu'est Facebook Rencontre. Personne ne connaît ça. Même moi, je le connais pas. Écoute, je montre à mon amie ce qu'est Facebook Rencontre et on va dire que c'est un peu un Tinder, mais avec les profils Facebook. Okay. Ça masque plein d'éléments, mais tu vois quand même la photo de profil, d'où vient la personne. Enfin, jusqu'à présent, sur cette application, je trouvais rien. Je trouvais rien. Comment je parle? Je ne trouvais personne qui semblait matcher avec moi. Et je trouve ça assez violent, au final, les applis de rencontre. Mais je trouvais personne avec qui ça matchait. Et puis, le jour où je montre à cet ami l'appli, je vois un profil. On va l'appeler Oni. Je vois sa photo, je vois ses éléments. Il venait quand même loin de chez moi, il y avait plus de 150 km. Et je me dis, il est pas mal, je vais mettre un cœur. Mais jamais il va me mettre un cœur, il est trop beau pour moi. Pourquoi tu le trouvais hyper beau? Comment il était sur la photo? Magnifique. Une photo en noir et blanc. Il est assis au sol, je crois, et je le trouve magnifique. Et donc je mets un like et je me dis, jamais il va me mettre un like. Jamais.
Trop beau pour moi. Trop beau pour moi, ils sont parfaits, rien à dire. Mais pas que sur le physique, les éléments me semblaient très bien et tout ce que je vois me semble bien. Et puis, quelques heures plus tard dans la journée, je me reconnecte vite fait sur cette appli. Je m'apprête même à la supprimer en fait parce que je me dis bon. Et là, je vois qu'en fait, il m'a mis un cœur. Et donc ça match, c'est ça? Et donc ça match, une conversation s'ouvre sur Messenger. Et je crois que c'est moi qui lui envoie mon premier message. Est-ce que tu te souviens de ce premier message? Est-ce que c'était un hello, ça va? Je crois pas. Là, je l'ai pas. Parce qu'il y a tout un sujet sur comment on t'accroche en messagerie quand tu commences à discuter sur les apps. Au-delà du salut, ça va? Tu fais quoi? Salut, ça va? S-A-V-A? Non, surtout pas avec moi. Ça pourrait être un tue-l'amour, les fautes d'orthographe avec moi. En fait, je me souviens de nos premiers dialogues et c'est surtout lui qui s'en souvient parce que je mettais du temps à répondre. Il avait l'impression que j'en avais rien à faire de lui, mais je faisais un peu exprès. J'aimais bien ce côté, je me fais désirer, je donne pas une réponse tout de suite. J'aimais bien et puis j'étais aussi jeune, donc voilà. Mais c'était pas un salut ça va, au début c'était... Je me demande si j'ai pas envoyé un bisou, d'abord. Ok. Tu vois, je suis un peu... Ok. Je crois que c'était un bisou. Un câlin, quoi. Tu sais, l'emoji bisou, je crois que c'était ça, ou... Et puis très vite, on a commencé à discuter. Enfin, je mettais du temps à répondre, et puis on a commencé à discuter. J'apprends très vite qu'il est dans la même situation que moi, où il est rentré chez ses parents suite à une rupture. Ok. En fait, la première chose dont je voulais m'assurer, c'est qu'il me connaissait pas des réseaux. Parce que quand on commence à avoir de la notoriété sur les réseaux, c'est très difficile de rencontrer des gens pour François plutôt que pour livraison de mots. Et tout de suite, il m'a dit, bah non, je sais pas qui t'es, et je le voyais très bien qu'il faisait pas semblant. Je voyais vraiment qu'il savait pas qui j'étais. Surtout qu'en Belgique, j'ai une notoriété qui est différente de celle d'en France. C'est ça qui est particulier parce que je fais la télé là-bas aussi. Et c'est la première chose dont je me suis assuré. Je me suis dit, c'est bon, green flag. Ok. J'y vais. Et puis, on commence à discuter, etc. Et il arrive un moment où on s'appelle tous les soirs pendant des heures. Mais des heures. Est-ce que tu te souviens de quoi vous parliez? Exactement. Moi, j'étais dans mon lit, dans ma chambre chez mes parents, lui dans le sien, dans son lit, lui dans le sien chez ses parents. Sous la couette, il faisait froid, c'était le début c'était en plein hiver, toujours. Et franchement, ça a duré 4-5 heures, mais jusqu'au bout jusqu'à une grande partie de la nuit, et on parlait, mais de nos vies. Moi, je me souviens qu'il me racontait, c'est Noël en famille, comment ça se passait parce qu'il est italien, donc toute la famille venait. Il m'expliquait des éléments, mais il allait loin dans les détails. Il me parlait de son travail, moi je lui parlais du mien, je lui disais ce que j'étais en train de lire. J'ai eu cette sensation on se connaît depuis super longtemps, mais pas du tout. Et je crois qu'on a parlé comme ça pendant 2 semaines, mais vraiment à s'appeler tous les soirs. Est-ce que tu sais comment cette conversation, cet espace de conversation, il est né entre vous? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une capacité d'écoute chez lui qui était exceptionnelle chez toi? Est-ce qu'il y avait, comme tu dis, une espèce de connexion, une évidence qui s'explique pas forcément? Ça s'était jamais passé. Jamais. En tout cas, j'ai jamais eu un de mes ex pendant des heures comme ça au téléphone. Surtout que je préfère les soirées lecture, si tu vois ce que je veux dire, de base. Et du coup, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'en sais rien. Après, tu parles d'écoute. Et aujourd'hui encore, c'est sa plus grande qualité. Tu peux lui parler pendant 8 heures pendant une journée, il t'écoutera, mais il t'écoutera 8 heures. Toutes les heures où tu parles, il t'écoutera. Et c'est l'une des plus grandes qualités au monde, je crois, c'est l'écoute. Enfin, c'est impressionnant. Et puis, donc ça dure 2 semaines, c'est ça? Ouais, on se parle pendant 2 semaines. Donc t'entends sa voix aussi, au-delà de l'écoute. Que je n'aime pas. T'aimes pas sa voix? Je n'aime pas sa voix. Au début, je ne la supporte pas. Mais quand je te dis je ne la supporte pas, je la trouve. Ça te bloque pas? Mais il était tellement gentil. Tu vois, que je me dis, bon, en fait, il a une voix plutôt... Enfin, à l'époque, en tout cas, je me disais, il a une voix plutôt aiguë, c'est bizarre. Enfin, j'ai pas d'habitude. Donc, j'aime pas sa voix. Mais tu vas au-delà de ça? Je vais au-delà de ça. Je prends le train. Je prends le train avec nos masques. J'arrive à la gare. Ouais, en Belgique, on était masqués, surtout qu'on se retrouvait à Bruxelles. En fait, on s'est dit, on va se retrouver à Bruxelles, c'est plus simple pour nous.
Donc on fait 1 heure de train chacun. T'es dans quel état d'esprit pendant 7 heures de train? Est-ce que J'ai t'es genre... hâte. Ouais, mais t'es stressé? T'as Non. travaillé ta tenue? Comment t'as? Ah, je sais exactement ce que je portais. J'avais une veste jaune, qui est un peu ma couleur préférée, mais jaune moutarde. J'avais un haut noir et un pantalon noir. Et j'avais au-dessus, donc j'avais une surchemise jaune moutarde. Et au-dessus, j'avais mis un trench coat à carreaux. J'avais mon masque noir, j'avais un masque noir et je m'étais coiffée et tout. Quand même, un minimum. Mais je reste moi-même. Je veux pas vendre une image qui n'est pas moi. J'ai des baskets aux pieds et en fait, je me souviens de ce moment où je l'attends sur le quai parce qu'il arrivait 5 minutes après moi et je vois un garçon passer et je me dis putain, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Et en fait, c'était lui. Mais j'avais pas reconnu tout de suite parce que on avait nos masques. Il avait une casquette. Je me souviens qu'il avait une casquette. Et je me dis, oh, il est beau ce garçon. Et en fait, moi, je le cherche ailleurs. Et en fait, il revient vers moi, il me dit, ah, salut. Enfin, ça commence comme ça. Et la première phrase que je lui dis, c'est ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas. Et en fait, lui, il croit que je veux rien du tout. Mais je lui dis, ne m'embrasse pas parce qu'on devait retirer notre masque, qu'on était dans un espace public où la police est très présente. Et en fait, moi, c'était juste, on n'enlève pas nos masques ici. Je voulais dire ça. Et il ne comprend pas ça, lui. Donc on se décide à aller dans un endroit plutôt romantique de la ville de Bruxelles qui s'appelle l'Abbaye de la Cambre. C'est un parc très romantique où il y a beaucoup de rendez-vous avec des arbres, plein de chiens et on se décide à aller vers là. Donc on prend le métro. Dans l'escalator du métro, je m'accroche à lui à un moment pour, je faisais genre j'allais tomber mais en fait pas du tout. Et je m'accroche à lui et là il s'est dit ah mais en fait il y a peut-être un truc mais je me suis peut-être trompé. Et donc on arrive à l'abbaye de la Cambre, on marche, on se parle, on apprend un peu plus à se connaître même si on avait déjà beaucoup parlé. Et puis on s'assied sur un banc, il retire son masque, il me retire le mien et il m'embrasse. Et là je suis figée. Je parle plus. Je me retrouve hyper mal à l'aise et je lui dis mais t'es trop beau, enfin t'es trop gentil. Ouais, je suis en admiration devant lui. Je me souviens qu'il brillait parce qu'il avait peut-être un peu chaud, mais je me souviens qu'il brillait du visage et qu'il avait les yeux mais qui pétillaient. Faut savoir qu'à ce moment-là, je suis toujours en tristesse de ma précédente relation, que j'ai dû déménager, que j'ai dû prendre toutes mes affaires de Bruxelles pour les emmener à Liège. T'étais pas dans un état d'esprit t'étais pas très bien dans tes baskets, quoi. J'étais hyper heureux et en même temps je me dis ouf, est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que... Mais t'as vu une apparition là quand même, on est d'accord? J'ai l'impression que tu vois une apparition. J'ai vu plus que ça, je croyais pas au coup de foudre jusqu'à lui. J'ai vraiment vu, mais je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. La journée continue. Je me rends compte que je veux pas qu'il reprenne le train. Je suis déjà hyper... Et en même temps, je me dis, mais c'est très particulier parce que j'ai l'impression d'avoir jamais connu ça. Donc je me demande un peu ce qui se passe. Et à un moment donné, il est au téléphone avec sa cousine avec laquelle il est très proche. Ce jour-là, et il lui dit oui, je vais bientôt rentrer, je suis avec mon copain. Et moi là, je me dis ah, ok. Il a déjà officialisé dans sa tête. Ça va peut-être vite, mais ok. Et ouais, et c'est le début d'une histoire en fait. C'est vraiment le début la journée s'achève, il est 18h. On s'est rencontrés sur une chanson qui s'appelle Fever de Angèle et Dua Lipa. C'est notre chanson pour la vie. Okay. Et quand vous êtes rencontrés sur cette chanson, c'est-à-dire? En fait, à côté de l'abbaye de la Cambre, cet endroit très romantique, il y a un bar à jus de fruits. Et on se dit, oh, on va aller en chercher un. Et on est dans ce bar à jus de fruits. Et quand on choisit, il y a les paroles qui passent et elle dit, la fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Et à ce moment-là, on se regarde, la fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Et c'est resté. Mais c'est vrai que toi, t'étais complètement enfiévrée. Enfin, t'étais complètement... Ah, mais je me dis... Ouais. Après ça, je me dis, pour mon trajet de train... T'étais en transe, quoi. Je me dis, bon, je vais rentrer. Je sais pas ce qui va se passer, en fait. Il est un peu plus âgé que moi. Vous promettez rien en vous quittant?
on se dit qu'on va se revoir et on continue de s'écrire tout de suite, instantanément. On se rappelle le soir même pendant des heures. On se dit qu'on a passé un moment fabuleux ensemble, qu'on veut vite se revoir. Et puis là, ça va vite. C'est-à-dire que lui, en fait, il est chez ses parents et il travaille à Bruxelles. Donc tous les jours, il prend le train. Moi, je suis à Liège. Mais je travaille pas à Bruxelles, enfin de temps en temps. Donc il y a des moments où on se voit quand on est tous les deux en même temps à Bruxelles. Et puis je lui dis à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'en fait on a du mal à se voir. Et en fait lui apprend qu'un de ses collègues sous-loue son appartement. Il loue son appartement et il dit je vais le prendre. Et en fait ouais. Et je comprends qu'il fait ça pour nous. Je comprends qu'il prend l'appartement de son collègue. 2 semaines, 3 semaines. Ah oui, quand je dis que ça va vite, ça va vite. Et en fait, je me pose pas la question. Je me dis, il y va, c'est que il a envie, c'est que. Et j'y vais aussi. Je plonge dedans et on verra. Moi, je me dis ça à ce moment-là. Et donc, on se voit dans cet appart. Je dors, je reste. On mettra du temps à avoir une sexualité ensemble parce qu'on voulait à la fois prendre le temps et en même temps on voulait pas aller trop vite et en même temps on allait vite. Enfin, tu vois, c'était très contradictoire, mais on aura mis du temps pour ça. Et on se voit là, on commence à avoir une vie d'un couple qui emménage ensemble. Donc on va au travail, on va faire nos trucs, nos rendez-vous. Moi, je reprends des trucs à Bruxelles, on se retrouve le soir. Ça non, mais je pleure encore. Il me voit pleurer de temps en temps. De ton chagrin d'amour. Ouais, mais en fait, j'ai pris le parti de tout lui dire depuis le début. Et donc, pendant longtemps, il s'est dit, ça va jamais durer. Mais pendant longtemps, il s'est dit, enfin longtemps, pendant quelques semaines en tout cas, ou peut-être un mois ou 2. Longtemps à votre échelle. C'est à l'échelle de la vitesse de votre début de il votre s'est dit, vu que dans quel état il est, il va me dire, j'y arrive pas, et il y croyait pas, alors qu'il y avait un coup de foudre quand même. Il se disait, il a l'air triste quand même, mais en fait, il y avait plein d'éléments qui me rappelaient mon histoire. Plein. Okay. Je prenais le même métro que je prenais avant, même au niveau de la localisation, ça me rappelait pas mal de choses. Et puis quand on était à table, ça pouvait me rappeler des moments avec mon ex-compagnon et c'était frais. Donc c'était hyper rapide en fait. Et c'est hyper rapide. Et la transition, et le début d'une autre histoire, juste après la fin d'une histoire, et dans vos engagements, et émotionnels l'un envers l'autre, et matériel, parce que du coup, en fait, même matériellement, vous engagez hyper vite. Tu me dis, en quelques semaines, vous habitez ensemble. Oui, et alors, à un moment donné, son collègue veut récupérer cet appartement, et là, on discute ensemble, je me souviens, on est dans l'appart de son collègue, et on discute ensemble, et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire et tout, et moi, je lui dis, prenons un appartement. Comme ça. Vous disiez déjà des mots d'amour ou pas? Non. On s'était pas encore dit je t'aime. C'est arrivé quelques mois après quand même. Non, j'ai beaucoup de mal à dire je t'aime. Mais quand je le dis, je le pense. Et non, là, je lui dis, si on veut que ça continue, je crois qu'on doit prendre quelque chose. Et là, on a pris un appartement. Donc là, on est combien de temps après votre premier rendez-vous? Quelques mois? 4-5 mois. Ok. Ouais, 4-5 mois. François, je te confirme. Oui, mais c'est le moment où on prend cet appart, je sais que c'est lui. Moi, je sais. Ça veut dire quoi que c'est lui? Que c'est personne d'autre et qu'il est tout et que ouais, et que je sais. Au fond de moi, il y a un truc qui me dit c'est lui et Est-ce que tu sais d'où ça vient ça? Est-ce que c'est une sorte d'intuition? Est-ce que c'est ton cerveau qui analyse des signaux? Est-ce que c'est l'état dans lequel tu te sens physiquement? Je pense que je comprends à ce moment-là, quelques mois, enfin au moment où on prend cet appart et même un peu avant, je comprends qu'il va me compléter en tout. Et je trouve aucune faille. Ça peut paraître bizarre. Je trouve aucune faille. On est 4 ans plus tard. T'as toujours pas trouvé ce faille? Et ça peut paraître louche, mais en fait, bien sûr qu'il a des imperfections, et tant mieux qu'elles soient là, heureusement. Mais une complète dans tout. On est sur la même longueur d'onde sur tout. On n'est pas d'accord parfois pour des sujets, et on a des embrouilles comme dans tous les couples, mais je n'ai rien à dire sur lui. Et au départ, tu disais que tu le trouvais très beau et que tu avais peur que tu te sois trompé. Toi, c'est presque ça que tu me disais entre les lignes. Comment t'as réparé ça? Parce qu'en fait, c'était peut-être un manque de confiance en toi quand même, le fait de te dire non, il est trop beau pour moi. Comment tu répares ça avec lui, ou comment tu t'évacues cette pensée?
Je crois qu'on s'est rencontrés à un moment où j'étais encore un peu plus vulnérable et où j'avais moins confiance en moi. Et je pense que la confiance, c'est une grande qualité. La confiance en soi, c'est pas une prétention. Et je pense que j'étais en train de l'obtenir petit à petit. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu mérites d'avoir un garçon qui est beau. Et heureusement, il n'est pas que beau. Parce qu'alors là, ça m'aurait absolument pas intéressé. Mais je crois qu'à un moment donné, j'ai eu assez confiance en moi pour me dire, bah, en fait, tu mérites un gars beau. Et après, ce qui était très particulier, c'était que avant lui, dans mes relations, c'était moi qui recevais tous les compliments. Beaucoup de gens de nos entourages, et ça m'a jamais vraiment posé problème parce que je pense que j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui et j'étais jeune, donc j'y voyais pas de négatif là-dedans. Mais beaucoup de gens disaient, mais t'es beaucoup plus beau que lui, donc dans mes prises. Et en fait, aujourd'hui moins, mais à un moment donné dans notre relation avec Oni, ça a été ça. Ça a été lui qui recevait tous les compliments et moi un peu moins. Mais à un moment, c'est vrai que j'en ai souffert à un moment donné, je le cache pas. Mais, enfin souffert. Voilà, c'était. Je me disais mais pourquoi moi j'ai jamais de compliments. Et en fait, au final, je me dis bah tant mieux qu'ils reçoivent plein de compliments et moi ça me va très bien, hein, qu'on le trouve beau, qu'on le trouve gentil, qu'on le trouve à l'écoute, qu'on le trouve. Parfait, tant mieux en fait. T'as des étoiles dans les yeux quand tu dis ça. Et alors vous prenez cet appart et ensuite, en fait, votre histoire elle continue de façon hyper naturelle. Tu présentes à ta famille. Très vite. Ouais. Très vite à un mariage de ma famille. Donc il rencontre tout le monde d'un coup. Je le mets dans le bain dès le départ. Ça se passe hyper bien, vraiment. Il rencontre ma meilleure amie, puis il rencontre mes amis très proches. Ça va, enfin super bien quoi. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, vous vivez toujours ensemble? Dans le même appartement. Ah, que celui que vous aviez pris. On va bientôt partir, mais oui, on est dans le même appartement. Ouais. Et il s'est passé un truc, non dernièrement, non? Il m'a demandé en mariage. C'est là que tu veux en venir. Oui, il y a maintenant, c'était en décembre dernier et en fait on était. Tu veux que je raconte comment ça s'est passé? Avec plaisir. On était pour une collaboration pour que je fasse la promotion d'un château où il y a des thermes qui s'appelle le château d'Urspelt au Luxembourg, qui est un lieu magnifique, incroyable. Allez-y si vous en avez l'occasion. Et il y a la dame qui m'invite, qui nous amène dans notre chambre, qui nous présente un peu les différents espaces, etc. Et donc la porte de la chambre se ferme. Moi, j'ai l'habitude de faire quoi avant de déplier le lit, de foutre le bordel? Je fais mon room tour. Donc je filme l'ensemble de la chambre pour la montrer à ma communauté. Et en fait, au moment où j'arrive vers où on y est, il est à genoux avec l'écran en main. Et moi, j'ai le réflexe de couper mon téléphone. Parce que s'il y avait bien un moment que je voulais juste pour nous, c'était celui-là. On est d'accord. On est les seuls à avoir ces images, et tant mieux. Et en fait, c'est comme ça qu'il m'a demandé, et moi, je m'effondre. Ça faisait longtemps que je voulais. Je le titillais un peu avec ça. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que nos bagues de fiançailles n'étaient pas à la bonne mesure. Il s'était trompé. Le bijoutier s'était trompé. Et donc... Vous n'avez pas pu vous les mettre? Bah, on a essayé, mais ça bloquait. Ça restait, ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'était le 18 décembre, donc 2024. Oui. Et moi, ce que je voulais, c'était annoncer à nos familles pour les fêtes. Donc, c'était quelques jours après seulement. J'aurais voulu avoir la bague et on l'avait pas, et donc on s'est dit on va quand même l'annoncer de façon sympa avec moi par exemple pour mes témoins j'avais commandé des t-shirts avec veux-tu être mon témoin sur le t-shirt. Enfin, j'avais fait des trucs sympas et on l'a quand même annoncé aux fêtes, mais tout le monde nous demandait les bagues, mais on les avait pas, donc c'était bizarre et donc on a dû échanger les bagues, ça a pris un peu de temps. Le mariage c'est en 2027, on a choisi 2 années pour bien se préparer, parce que je viens d'avoir un filleul et que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus grand. 2027, on s'est dit que c'était le bon moment. Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu crois que Oni a été mis sur ton chemin
et que vous deviez vous rencontrer. Est-ce que tu crois à une forme de destin? Parce qu'après, on lui donne la forme qu'on veut au mot destin. Ou est-ce que tu n'y crois pas du tout? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je suis très cartésienne, très scientifique dans ma façon de raisonner, et je crois plutôt à une suite de micro-accidents qui s'enchaînent et qui font qu'à un moment, il y a un contexte qui fait qu'on se retrouve au même endroit, au même moment, et que c'est compatible. En tout cas, je crois pas au hasard. Okay. Ça, c'est certain. Tu crois pas du tout au hasard? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense que... Enfin, j'ai toujours pensé que les étoiles devaient être alignées pour être là au bon moment, au bon endroit. Oui, avec la bonne personne. Et je pense que les rencontres d'une vie, elles mènent à la personne qu'on est à l'instant T. Et je pense que s'il est arrivé sur cette appli alors qu'on avait 150 km de distance, à ce moment-là, c'est pas pour rien. Et toute la suite, ouais, non, c'est pas pour rien. Et il y a quand même un élément que j'ai pas cité, mais il a permis la réalisation d'un de mes plus grands rêves, qui peut paraître simple, mais qu'on vit ensemble. C'est que depuis 10 ans, je rêvais d'avoir un cocker qui allait s'appeler Monsieur. Depuis 10 ans. T'avais le plan en tête. Je le voulais, c'était mon plus grand rêve, et il est là. Et avoir un chien ensemble, avant le mariage, parce que moi je trouve que vraiment, je vais pas dire que c'est comme un enfant, mais bah si, un peu quand même. C'est tout. En fait, ça s'explique pas, et parfois j'ai très peu les mots pour qualifier cette histoire, et oui, je crois, je sais pas si je crois au destin. C'est Paul Éluard qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Bah oui, c'est un peu ça. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui sommes à l'impulsion, en fait, de la rencontre? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Bah oui, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Sinon, on se serait pas vu, on n'aurait pas pris le train, on serait resté chacun chez nous, et tant pis. Est-ce que tu lui dirais au François donc vous êtes rencontrés le 17 février 2021. Alors c'était sur l'app le 17 février ou c'était dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie sur le quai de la gare à Bruxelles. 3 jours après la Saint-Valentin qu'on avait fait tout seul, chacun de notre côté. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce François, c'est le François d'aujourd'hui croisait le François du 16 février, on va dire? Oh, je crois que je lui dirais, continue d'avoir mal au ventre, mais ça va être bien. Ouais, je lui dirais, tu vas vivre la plus belle histoire de ta vie. Et si un jour on te demande quel est le plus beau livre d'amour, tu répondras que c'est celui que tu es en train d'écrire. Je crois que je dirais ça. Avec Connie. Ouais. Est-ce que tu as un petit, j'aime pas trop le mot conseil, mais une inspiration que tu as envie de partager avec les auditeurs de Crush? À ton avis, qu'est-ce qui a fait votre histoire, que votre rencontre, elle a donné? C'était le début d'une belle et longue histoire. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'on est toujours là l'un pour l'autre, dans nos moments hyper heureux, mais aussi dans les pires. Et je pense que on parle beaucoup, on s'écoute beaucoup, mais c'est surtout la présence l'un pour l'autre. Je fais un métier très particulier. Je suis littéralement sous le feu des projecteurs, beaucoup plus que lui. Et plutôt qu'être jaloux ou envieux, il en est fier. Et ça n'a pas de prix. Je sais que moi, aujourd'hui, je ferai tout pour lui. Je ferai tout. Je ferai vraiment tout. Et je sais que c'est pareil de son côté. Et c'est vraiment la présence l'un pour l'autre qui fait que tout marche, et ce bonheur de savoir que c'est mon amoureux, mon fiancé, mon meilleur ami, mon confident. Il a tous les rôles avec moi, il les remplit à merveille. Je trouve que c'est un fils absolument fabuleux, un frère incroyable. Je trouve que c'est un beau frère exceptionnel. Il a une relation avec ma sœur indescriptible, à tel point que c'est son témoin de mariage. Oh, wow. Et ça veut tout dire, en fait. C'est ma plus belle histoire, là, pour ne rien vous cacher. Je lui ai demandé juste avant de venir te rencontrer, si je pouvais parler d'une épreuve qu'on est en train de vivre. Mon compagnon a perdu son papa il y a 2 mois. D'accord. Et quand je parle des moments les pires, c'est la pire épreuve que je traverse avec lui. Mais je suis là à chaque seconde, je suis là à chaque instant, je suis là le soir quand il est en larmes à mes côtés, je suis là pour sa maman, je suis là pour son frère, et il a perdu son papa très tôt suite à une longue maladie.
Et en fait, c'est aussi grâce à ça que je me rends compte qu'en fait, on sera toujours comme ça l'un pour l'autre et qu'on vit une histoire exceptionnelle. Je pensais pas vivre ça si tôt, mais je suis ravie, entre gros guillemets, que ça nous arrive et que ça confirme aussi des choses dans notre relation. Est-ce que tu veux lui glisser un petit mot à Wani? Je sais que t'es pas loin de moi à l'instant T, mais je vais lui dire ce que je lui dis tous les jours. Et vraiment, je lui dis tous les jours, je t'aime aujourd'hui plus fort qu'hier et je t'aimerai encore plus fort demain. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Et oui, j'ai quand même envie de vous dire que je suis très fière de l'homme qu'il est. Et je suis très fière de grandir à ses côtés, qu'on évolue ensemble, qu'on vive tout ça. Et je sais pas quel va être notre voyage ensemble, mais je sais qu'il sera plus beau que tout ce qui puisse exister sur Terre, je crois. Esther Perel, tu vois qui c'est? C'est une psychologue pas trop, non. Belge. Tu connais pas? Elle est belge. Écoute. Et elle est très très connue aux États-Unis. C'est une référence à un podcast qui s'appelle Where Should We Begin, où elle interviewe des couples. En fait, elle fait ses séances de psy en podcast. Et elle dit quelque chose qui me plaît beaucoup. Elle dit, dans nos vies, aujourd'hui, on va avoir 2, 3, 4 histoires d'amour différentes dans toute notre vie. Soit avec 3 ou 4 personnes différentes, soit avec la même personne. Justement parce que dans un couple, quand on avance ensemble, on change. Les deux personnes du couple changent. Et en fait, on re-rencontre plusieurs fois dans notre vie de couple cette personne quand elle change. Et donc, à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre et une nouvelle relation qui commence parce que, c'est ça, c'est redécouvrir l'autre, réussir à revenir vers lui, à reconnecter avec lui, parce que des fois, il y a des déconnexions qui arrivent, évidemment, quand on évolue comme ça, sur un temps si long. Et j'adore cette image, donc je vous souhaite que vous vous rencontriez plusieurs fois dans votre vie merci, amoureuse. mais c'est vrai que je me vois tellement pas sans lui. Je m'imagine plus sans lui, c'est mon évidence et ça le restera. Et je serais curieux de l'entendre avec les mêmes questions que tu m'as posées mais je sais que... Tu veux qu'on l'interviewe? Je sais pas s'il sera à l'aise. Il va dire que c'est moi qui ai plutôt l'habitude. Mais tout le temps, il me dit que pour lui, depuis le début, c'est une évidence. Et aujourd'hui, il me dit encore, mais tu serais plus avec moi, je chercherais plus personne d'autre. Enfin, tu nous verrais ensemble, tu vois qu'on s'aime à chaque seconde. À chaque seconde. Je vous verrai peut-être pas ensemble, mais par contre, j'ai vu le sourire, le smile collé sur ton visage depuis le début de cette interview, depuis que tu parles de lui. Donc, je pense que c'est une belle preuve. Et en plus, ce sourire, je suis sûre qu'on l'entend dans ta voix. Ah, super. Donc, je te remercie beaucoup pour ta sincérité. Merci à toi. C'était génial de me confier comme ça. Et j'espère que ça t'a plu et que les gens qui nous écoutent aussi. Merci beaucoup, François. Un vrai plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, prends 30 secondes pour mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify. Ça change vraiment tout pour moi. Si toi aussi tu as une histoire à partager, écris-moi, peut-être qu'on se retrouvera bientôt derrière le micro. Et puis n'oublie pas, Crush, ce ne sont pas que des histoires vraies. Un dimanche matin sur 2, découvre aussi C'était quoi l'amour, un format où je rencontre des invités inspirants pour décrypter l'amour moderne et t'offrir des clés pour tes propres relations. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be